Le propos de l'exposition, c'est de montrer que François Ier, qu'on connaît d'habitude sous un jour d'italophile, n'est pas que italophile, et c'est aussi, il a aussi eu pendant son règne des artistes venant des Pays-Bas qui étaient actifs à sa cour, ses portraitistes, en particulier Jean Clouet, et puis il s'est entouré d'œuvres d'art des Pays-Bas. Il n'aimait pas il n'était pas exclusivement tourné vers l'Italie. C'est le propos de cette exposition, et c'est montrer cet aspect des choses qu'on ne connaît pas, qu'on ne montre jamais. Il faut dire qu'on les a étudiés depuis beaucoup moins longtemps. De ce point de vue-là, l'exposition est assez moderne parce qu'elle montre l'état de la recherche et le résultat de la recherche de, on dira, environ une cinquantaine d'années de recherche. L'intérêt, c'est de montrer que ce sont des artistes qui travaillent dans de très nombreuses techniques. Certains sont miniaturistes, d'autres sont miniaturistes et peintres. Quand ils peignent, ils ne peignent pas que des retables ou que des panneaux. Ils peignent aussi, ils donnent les modèles pour des verrières, pour des vitraux ou pour des cartons de tapisserie qui sont ensuite tissés par des lissiers. Et puis bien sûr, il y a une part importante du portrait. Une des choses très intéressantes, c'est de constater que les grands portraitistes de François Ier sont des artistes venant des Pays-Bas. François Ier, c'est un roi de France qui succède à Louis XII et qui est au fond la première figure à incarner la Renaissance française. Justement, cette idée de Renaissance qui vient de l'Italie, qui vient de son goût pour l'Italie. Ça, c'est un petit peu les idées reçues. Ça n'empêche pas que, par exemple, pour l'art du portrait, pour son image officielle, il ait fait appel à un artiste originaire des Pays-Bas, comme Jean Clouet, qui a laissé de lui un portrait tout à fait monumental qui doit aussi à l'Italie, mais qui a une facture, un style de peinture tout à fait flamand. François Ier est évidemment un roi mécène, un roi bâtisseur, faisant travailler les architectes, faisant construire des châteaux, en particulier au début du règne dans la vallée de la Loire. Sa grande œuvre de mécène, sa œuvre importante, c'est le château de Fontainebleau, où justement il a invité beaucoup d'artistes italiens à sa cour, ce qui fait que le château de Fontainebleau est en quelque sorte une Italie en France, une école italienne en France. Les grands décorateurs du château de Fontainebleau viennent de Florence, de Bologne, puis de Modène. Mais il n'y a pas que cet aspect-là à son règne. Il est aussi mécène d'artistes d'un autre genre, comme Jos van Clève ou Jean Clouet que j'ai déjà cité, qui viennent de l'un d'Anvers, l'autre de Valenciennes, à une époque où Valenciennes n'appartenait pas au royaume de France. Il y a des œuvres de taille extrêmement différentes. On va d'œuvres toutes petites, c'est en particulier le cas de toute l'œuvre de Godefroy le Batave. Son œuvre tient dans une vitrine. Il a essentiellement fait des dessins et des enluminures dans des livres, et ce sont des œuvres merveilleuses mais minuscules. À côté de ça, on a des éléments vitrés, donc des verrières, en particulier celle de Saint-Gervais et Saint-Protais. Nous avons emprunté le registre central, le registre médian de la verrière de la sagesse de Salomon.
Mais précisément cette exposition, elle s'intitule François Ier et l'art des Pays-Bas. Bien sûr, il y a la personne du roi, mais il y a surtout tout son règne, toute cette période, c'est-à-dire de 1515 à 1547, soit la première moitié du XVIe siècle en France. Et il n'y a pas que le mécénat royal, il n'y a pas que la cour qui commande des œuvres d'art. C'est ce que montre l'exposition. Il y a aussi des seigneurs, des civils, des prélats qui demandent des retables pour les églises, qui font faire des vitraux pour les chapelles. Et cet art-là est particulièrement marqué par la tendance nordique. Tout ne se résume pas au roi, même si, bien sûr, c'est le souverain de cette période. Dans l'exposition, on va voir effectivement des œuvres qui sont de différentes techniques. Le propos est quand même sur la peinture, mais la peinture comme on fait la peinture au XVIe siècle, c'est-à-dire les peintres, ils sont aussi enlumineurs, donc il y aura des livres enluminés. Ils sont aussi cartonniers, ils inventent des compositions qui sont transcrites dans le vitrail ou transcrites en tapisserie. Il y aura du vitrail, il y a de la tapisserie, et puis évidemment ils sont peintres, je dirais, normaux, peignant sur panneaux. Une des particularités est que dans cette exposition, étant donné le type de culture qu'il véhicule, ce sont beaucoup des peintres de retable. Et on oublie que dans la France de François Ier, une grande partie de la production picturale est encore constituée de retables à volets articulés, panneaux centrales, volets, avec les revers qui se ferment et souvent des grisailles au revers. Donc c'est une peinture qui n'est pas la peinture qu'on accroche au mur comme on a un peu l'habitude de la voir dans les musées. D'ailleurs un certain nombre d'œuvres proviennent des églises, c'est vrai pour les vitraux, c'est vrai pour quelques retables. Entre deux, on passe à Henri II, qui est un roi moins mécène, qui vit un peu sur la lancée de son père, François Ier, et qui continue l'école de Fontainebleau et la porte, on peut dire, à son comble, puisque le règne de Henri II, qui lui succède, c'est 1548. 1559, les 10 années suivantes. Et c'est vrai que ce mouvement de présence nordique aboutit au siècle suivant, bien au-delà d'Henri IV, à la présence de très grands artistes flamands, comme Rubens, en effet, sous Louis XIII et Marie de Médicis, comme François Pourbus, sous Henri IV.
Pour réaliser cette exposition, on a fait appel aux richesses de beaucoup de collections. Donc, c'est très nombreux prêteurs, à peu près 75 prêteurs différents, bien sûr de l'étranger, les États-Unis et puis l'Europe essentiellement. Naturellement, la France et Paris en premier avec les collections du Louvre et de la Bibliothèque nationale, de l'École des Beaux-Arts et du Petit Palais. Et puis, beaucoup d'œuvres venant de régions, musées et églises, donc relevant soit des municipalités, soit de l'administration des monuments historiques. Il règne de 1515 à 1547 et on peut dire que de 1515 à 1547, il est mécène. C'est un grand souverain mécène, entouré d'artistes, aimant cela. Au début de son règne, il est surtout téléguidé un petit peu par sa mère, Louise de Savoie. Mais c'est au tout début de son règne qu'il invite à sa cour Léonard de Vinci, par exemple, entre 1516 et 1519. Toute sa vie, il n'y a pas véritablement de temps fort. Toute sa vie, c'est un roi amateur d'art, collectionneur, s'entourant d'artistes, s'entourant d'œuvres, dépensant des sommes folles pour enrichir sa collection. Mais dans sa collection, il y avait des tapisseries, par exemple, dont certaines étaient sur le dessin de Raphaël, mais dont d'autres étaient sur des dessins d'artistes nordiques, comme Van Orley ou Cook van Elst ou même Jérôme Bosch.